Avant de poursuivre, assurons-nous de bien comprendre c'est quoi le phénomène de l'intimidation. Selon la loi, l'intimidation est tout comportement, parole, acte ou geste, délibéré ou non, à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse, de léser, de blesser, d'opprimer ou ostracier. Pour ceux et celles qui ne veulent pas nécessairement étudier en droit, laissez-moi vous donner une définition un peu plus grossière et plus facilement comprenable. L'intimidation est des comportements agressifs envers une victime de façon répétée pour lui installer un sentiment de peur, pour lui faire quelque chose ou pour tout simplement lui empêcher de faire quelque chose. L'intimidation peut prendre plusieurs formes et les plus communes sont les suivantes. D'abord, il y a l'intimidation verbale, qui est les insultes, les menaces, le chantage. Ensuite, on retrouve l'intimidation physique, les bagarres, les blessures corporelles ou des dommages à des biens également. Ensuite, on a l'intimidation sociale. Partir des rumeurs sur quelqu'un. Tenter d'exclure quelqu'un de son groupe. Ces choses-là mènent souvent à l'isolement social de la victime. Et il y a maintenant, de nos jours, depuis une dizaine d'années, il y a l'intimidation par le cyberespace. C'est mettre des photos ou des commentaires désobligeants, compromettants, sur des réseaux sociaux tels Facebook, Twitter, MySpace, ou même par textagerie MEX là, entre les iPhones et les Android. L'intimidation ne se fait pas seule. Il existe 3 acteurs, principalement, qui gravitent autour du phénomène. On retrouve les agresseurs, les victimes et les témoins. Mais dites-moi, qui sont ces intimidateurs? Où les trouve-t-on? Les intimidateurs proviennent de toutes les sortes de familles, de toutes les sortes de religions, de tous les âges et de tous les sexes, que ce soit masculin ou féminin. En somme, ça veut dire que les intimidateurs, ça peut être n'importe qui. Maintenant, regardons les causes de l'intimidation. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir adopter le rôle d'un intimidateur? Quelles en sont les raisons? D'abord, il est fort possible que l'agresseur provienne d'une famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire de la toxicomanie chez les parents, abus de drogue, abus d'alcool, un milieu familial où il y a un manque d'affection, où l'enfant a un manque d'amour, souvent laissé à lui seul. Et aussi dans un milieu familial où souvent les parents vont adopter des comportements violents eux-mêmes. L'agresseur peut avoir besoin d'être en contrôle. Il recherche un sentiment de puissance et aime que les autres se plient à ses exigences. Il y a une certaine soif de pouvoir et est souvent impulsif. Les renforçateurs sociaux, la hausse en popularité, les matériaux qui peuvent s'acquérir, le linge, le bijou, l'argent, lorsque la victime veut bien se plier à ses exigences. Évidemment, il y a un manque d'empathie de la part de l'agresseur et une difficulté de contrôler ses émotions de façon convenable. Il y a aussi notre chère société qui met à la télévision des émissions comme la WWF, qui est destinée à un auditoire pour enfants et adolescents, où on met l'emphase sur l'intimidation entre les personnages qu'on voit, et les jeunes viennent à en comprendre que l'intimidation qu'ils voient à la télévision, c'est un comportement qui est acceptable, même voire souhaité. Les agresseurs ont eux-mêmes été victimes souvent d'abus physiques et d'abus psychologiques. Les jeunes agresseurs peuvent avoir aussi appris ce comportement par imitation, soit par leurs frères aînés, leurs sœurs, leurs parents ou par leur père à l'école. Le fait d'être observé par les autres peut être une cause d'intimidation, peut encourager l'intimidateur ou l'agresseur à adopter ces comportements-là.
Les témoins qui ne rapportent tout simplement pas l'intimidation dont ils sont témoins peut être aussi une cause de l'intimidation. Les agresseurs peuvent être des gens qui vivent la solitude et afin de sortir là, de leur malaise intérieur, mais s'amusent à intimider les plus faibles qu'eux. Souvent des personnes jalouses, que ça va pas nécessairement bien dans leur psychique, si vous voulez. Une des grosses causes de l'intimidation est la différence chez les autres. En effet, les différentes races, les orientations sexuelles, une déficience chez quelqu'un. Il y a aussi le fait que la victime peut paraître faible. Aux yeux des autres, paraît de quelqu'un qui dégage une certaine faiblesse dont est une victime facile. Et puis pour terminer, les causes de l'intimidation, souvent, l'agresseur est une personne qui se sent mal dans sa peau et il veut remonter son estime de soi en s'en prenant, comme je viens de dire, au plus faible. Maintenant, abordons le thème des manifestations. Les manifestations de l'intimidation sont bien différentes entre les garçons et les filles. D'abord, les garçons sont plus directs. De ce fait, l'intimidation est plus visible que chez la fille, que chez les filles. On peut observer des bagarres, des bousculades, des insultes dénigrantes, racistes, voire sexuelles. À l'inverse, l'intimidation chez les filles est plus discrète, un petit peu plus hypocrite. Les filles emploient de l'intimidation psychologique principalement. Ils vont faire courir des rumeurs malsaines, ils vont tenter d'exclure quelqu'un du groupe, ils vont utiliser des messageries textes pour véhiculer leurs messages haineux et menaçants. Maintenant, j'aimerais qu'on envisage les manifestations de l'intimidation dans un contexte scolaire. La raison est simple, c'est dans les écoles qu'on le retrouve ce phénomène en grande partie. Puisque dans un monde d'adultes, l'intimidation a tendance à s'estomper. Donc, dans un contexte scolaire, quelles sont les manifestations de l'intimidation chez les victimes, chez les agresseurs et chez les témoins? D'abord, chez les victimes, les conséquences peuvent être lourdes et inquiétantes. On peut remarquer banalement des ecchymoses ou des égratignures sur leur corps. L'enfant peut se sentir malade sans nécessairement l'être. Il peut pleurer en arrivant de l'école, plus avoir le goût d'aller à l'école, et même vouloir un décrochage scolaire, si vous voulez. Il va avoir une baisse de rendement scolaire. Il peut avoir peur de se rendre à certains endroits, comme des parcs. Il peut avoir des objets personnels qui sont abîmés, perte d'argent ou d'articles, troubles du sommeil, difficulté de se concentrer, une faible estime de soi. On pourra remarquer aussi un isolement social accompagné de sentiments, de dépression, d'anxiété, de rejet, de tristesse ou d'honte. Bref, c'est un vrai carnage psychologique chez la victime. Les conséquences peuvent être assez lourdes aussi pour que les victimes aient des pensées suicidaires. Ils peuvent même se suicider. Il peut y avoir aussi chez les victimes une accumulation de frustration tellement importante qu'une révolte intérieure peut se manifester par le meurtre. Comme on voit souvent aux États-Unis, dans les écoles, quand il y a ce qu'on appelle en anglais des shootings. Je vous donne un exemple. La tuerie qu'il y a eu en 2007, commise par Song Hyo Chao, a pris la vie de 32 étudiants dans le campus Virginia Tech. L'enquête a révélé que Song Hyo Chao était victime d'intimidation sociale quotidienne, cruelle par ses pairs. Il aurait fait même une vidéo la soirée d'avant qui stipulait que les étudiants allaient souffrir comme lui avait souffert et que le sang qui allait se retrouver sur ses mains n'allait pas être, ne se nettoierait pas tout simplement. Chez les agresseurs, on observe notamment des amitiés qui ne durent pas, donc souvent sont appelés à changer d'amis. Une difficulté à pardonner, un sens de l'humour injurieux, fréquentation inexpliquée d'endroits douteux,
une tendance à se déresponsabiliser, de blâmer les autres, possession douteuse de nouveaux biens acquis, un échec scolaire, manque d'empathie, une proximité physique non souhaitée, c'est-à-dire que les autres élèves s'éloignent de ces personnes-là, par peur d'être des victimes probablement. Ils font souvent des commentaires offensants, ils vont utiliser évidemment la violence physique et la violence psychologique. Chez les témoins, on constate un sentiment d'impuissance, la peur d'être confronté à l'agresseur, de la tristesse, de l'hésitation et la peur de représailles s'il dénonce la situation. Quels sont les besoins qui poussent les agresseurs à user d'intimidation? On retrouve des besoins distincts entre les garçons et les filles. Les garçons ont un besoin de domination et de contrôle de leur environnement. Selon Maslow, la domination est un besoin psychologique et le contrôle ou la maîtrise de son environnement est un besoin de sécurité. Les filles, quant à elles, tentent de répondre à des besoins liés aux rapports interpersonnels et à des liens sociaux. De toute évidence, ces besoins appartiennent à l'appartenance, selon notre cher M. Maslow. Conjointement, les garçons et les filles ont certains besoins spécifiques qui se rejoignent, dont le besoin de liquider une colère interne, un besoin d'attention, un besoin d'estime de soi, d'estime des autres, besoin de se donner un certain statut, besoin de se sentir compétent, d'impressionner ses pairs et d'accroître leur popularité. Maintenant, examinons de plus près les stratégies d'intervention pour contrer l'intimidation. Il faut comprendre que c'est avant tout un travail collectif qui s'impose en termes d'initiative de prévention. C'est un combat qui doit être mené en partenariat avec les organismes communautaires, les commissions scolaires, les écoles, le personnel enseignant, les professionnels de l'école, les parents et les élèves eux-mêmes. D'abord, les organismes communautaires vont user de campagnes de sensibilisation pour toucher auprès de la population, puis rapporter des situations d'intimidation et vont venir en aide aux victimes. Ensuite, les commissions scolaires, eux, ont des intentions claires au sujet de l'intimidation. C'est tolérance zéro. D'ailleurs, les commissions scolaires nagent dans le même sens que la loi 56 qui vise à prévenir et à combattre la violence et l'intimidation à l'école. Elles établissent des écrits qui vont remettre aux directeurs des écoles sur les politiques à respecter à propos de cette fameuse loi. Les écoles, quant à elles, vont remettre un code de vie à tout leur personnel ainsi qu'à leurs élèves. Les écoles mettent en place des mesures, des stratégies, des programmes spécifiques pour contrer l'intimidation. En voici que quelques-uns. Ils vont mettre en place souvent des ateliers qui se passent en classe pour faire de la prévention, donner aux élèves des moyens de parler entre eux, de s'accorder entre eux, régler des conflits, pour maîtriser leur colère et pour accepter la différence chez autrui. Ils peuvent aussi mettre en place un programme, exemple grand frère, pour un élève de secondaire 1 qui va être jumelé à un élève de secondaire 5, si jamais il veut parler où il y a des besoins spécifiques. Ils peuvent mettre en place un programme où des élèves sont formés et deviennent des experts en résolution de conflits. Et aussi, ils vont s'assurer, la direction de l'école va s'assurer que des surveillants de bâtisse qui surveillent les endroits spécifiques et propices à l'intimidation. Tout incident d'intimidation se doit d'être rapporté à la direction et les parents en sont informés. Dans le cas où l'intimidation s'installe dans les murs de l'établissement, l'école va intervenir. Ils vont offrir du soutien aux élèves, tant aux agresseurs, aux victimes qu'aux témoins, par l'entremise des différents professionnels qui s'y trouvent, tels la technicienne en travail social, la psychothérapeute, la psychologue, etc. Évidemment, les élèves fautifs se verront remettre des conséquences selon la gravité de leurs gestes. Les parents aussi ont un rôle à jouer auprès de leurs enfants. Les informer, les éduquer, les sensibiliser à la cause. Faire en partie un peu, en sorte, le devoir parental. Les organismes pouvant venir en aide.
Hein? Quand un jeune se retrouve victime ou agresseur ou témoin, veut essayer de s'en sortir, ce qu'il peut faire, il peut aller sur Internet, sur le site Jeunesse J'écoute. C'est un site Internet conçu pour démystifier toutes les questions existentielles qui peuvent exister dans la vie des enfants ainsi que des adolescents. Et de toute évidence, on traite de l'intimidation. En effet, là, le site propose de l'information pour les agresseurs, les témoins et les victimes. On y retrouve un forum de discussion. On peut parler à un intervenant par messagerie ou il y a un beau numéro de téléphone qu'on peut prendre le téléphone 24 heures sur 24 et parler à un intervenant maintenant, dans le ici et maintenant, si tel est le besoin. Ensuite, une deuxième façon de trouver de l'aide, si on est victime d'intimidation, qu'on soit des agresseurs ou des témoins, bien évidemment, tantôt je parlais du contexte scolaire, bien à l'école, là, il y a différents professionnels qui font partie d'une équipe multidisciplinaire, puis qui est un avenue de choix pour les élèves afin d'aller chercher le support dont ils ont besoin. Cette équipe peut venir en aide autant à tous les jeunes. Il dispose d'une psychologue, d'une technicienne en travail social, d'une éducatrice spécialisée, d'un technicien en toxicomanie, d'une psychopédagogue. De plus, la personne que l'élève rencontre peut la rediriger vers la bonne ressource si tel est le besoin. Je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir écouté ma présentation.